Je vous propose, c'est de faire Ce que je vous propose, c'est de faire un premier petit point sur les fonctionnalités, comment les choses s'articulent. On prendra ensuite un moment par rapport à l'installation des programmes pour ceux qui pourraient avoir des difficultés à se connecter. Et ensuite, on regardera les différentes fonctionnalités, comment ça fonctionne. On essayera de vous laisser du temps pour que vous puissiez tester, même si ce ne sera pas forcément facile de tout tester en direct et en live pendant la réunion. Alors, sur les fonctionnalités qui sont dans ces nouveaux programmes, puisqu'il y a plusieurs choses qui s'articulent et qui se rajoutent, on a un premier élément qui concerne l'importation d'écriture, où on part d'une feuille Excel et on va écrire non plus dans Sage comme ce que vous connaissiez déjà avec les programmes externes de Sage, mais on va écrire directement dans l'application de l'outil. Et ce sera donc des écritures qui, au même titre que les écritures de vente, de notes de frais, de règlements, etc., vont pouvoir ensuite s'intégrer dans Sage et faire partie du lot des intégrations, donc avec les autres écritures qui auront été préparées. Premier avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une licence de Sage pour faire toute cette préparation des écritures et on peut travailler directement depuis son poste local sans avoir besoin de passer par le TSE. On a deux formats d'import d'écriture. Un premier format qu'on a appelé donc le format à plat, qui permet d'avoir plusieurs écritures dans une même feuille Excel, à plusieurs dates, dans plusieurs journaux, et de centraliser les affectations analytiques sur une seule ligne de comptabilité générale. Donc, on verra dans le détail, mais si on prend l'exemple d'une écriture de paye, vous avez 50 lignes d'analytique sur le même compte 64 pour les salaires bruts, par exemple. En comptabilité, vous aurez bien une seule ligne avec le total et ensuite les affectations analytiques qui vont être affectées en deuxième niveau. Donc, ça va ressembler à ça. Alors, c'est juste une petite image pour s'en rendre compte, où on voit qu'on a pour chaque ligne les informations, donc date, journal, qui vont être communes à toute l'écriture, de même que le numéro de la pièce. Et on va ensuite avoir une ligne par numéro de compte, le libellé qui est également commun et le débit ou le crédit. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les outils d'intégration directement dans Sage, en fait, ce format remplace trois formats d'un coup. L'import des écritures où on était limité à une seule écriture, donc dans un seul journal à une seule date. L'import multisection qui permettait d'avoir cette affectation avec une seule ligne comptable et plusieurs lignes analytiques. Et l'import qu'on avait appelé multijournal qui permettait d'avoir plusieurs écritures à plusieurs dates différentes et dans plusieurs journaux. Donc là, on en a fait un seul sur la logique des trois qu'on avait avant dans Sage. Le deuxième format qui là reprend presque intégralement ce qu'on avait avec l'intégration dans Sage, donc le format en tableau. On a pour celui-là une seule écriture, donc une seule date et un seul journal. On va mettre les comptes en colonne, les analytiques en ligne, et là encore, au niveau de l'écriture, on va centraliser les affectations analytiques sur une seule ligne de comptabilité générale. Dans mon exemple, on voit que le débit du 61,15, on aura bien une seule ligne 750 € en comptabilité générale affectée sur les différents analytiques qui sont là. Donc ça, c'est pour la partie import des écritures. On a le deuxième type de programme qui permet de faire l'export des soldes analytiques. Et la différence avec ce que vous connaissiez depuis Sage, c'est qu'on ne récupère pas les écritures dans Sage, on les récupère dans les applications de l'outil, c'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes données que les données qui sont au moment où on lance l'exportation, qui sont dans les rapports de gestion. Donc, on va écrire dans une feuille Excel où on alimente par activité des soldes des comptes qui sont paramétrés. Alors, c'est soit les comptes, soit les racines de comptes. Ça ne change pas par rapport à ce que vous connaissez. Et ces soldes sont alimentés en débit moins crédit et pour une période qui sera choisie, évidemment. Donc là, on est sur un tableau qui est quasiment l'identique de ce qu'on connaît depuis Sage. La différence, c'est qu'on n'a pas besoin du TSE, on n'a pas besoin de Sage et on travaille directement en local. Donc, ça va ressembler à ça, où on va paramétrer sur la première ligne ici
les comptes 6 étoiles, ça veut dire qu'on voudra récupérer les soldes de tous les comptes 6, de tous les comptes 70, etc., etc. Et en fonction de la période qui est ici, les analytiques vont s'inscrire dans les lignes. Comme on a besoin, notamment pour les traitements de type calcul de contribution coopérative, on a besoin d'avoir des données qui soient à jour par rapport à la comptabilité, on a rajouté la possibilité de lancer, vous donne la possibilité de lancer une synchronisation manuelle, c'est-à-dire que l'asynchro qui se fait automatiquement toutes les nuits pour rapatrier dans les rapports de gestion les écritures de Sage ou les écritures qui ont été issues de vente ou de notes de frais confirmées, vous avez la possibilité de les rapatrier dans les rapports de gestion à la demande et donc de récupérer dans les soldes analytiques les données qui seront les données à jour. Et donc, ce lancement manuel va permettre d'avoir directement à la fois les dernières écritures qui viennent d'être faites dans Sage et les dernières pièces qui viennent d'être confirmées. Ça, c'est indispensable pour pouvoir imaginer, utiliser ces programmes pour faire l'export des soldes analytiques, travailler, préparer l'écriture de contribution coopérative pour la réintégrer directement dans l'outil. Des questions déjà sur cette architecture des programmes et des fonctionnalités? Non, pas de questions, tout va bien? Moi, j'aurais une question. Oui. On a un outil, nous, pour la paye qui a été fait par Florence pour calculer rapatrier la paye. Donc, cet outil, on ne doit plus l'utiliser alors. Alors, qu'on soit bien d'accord, tout ce qui existe aujourd'hui avec les exports et les imports directement d'Excel dans Sage continue à être fonctionnel. D'accord? Donc, vous pourriez, au moins dans un premier temps, continuer à utiliser le même tableau, le même outil. Mais le tableau qui a été fait va pouvoir, éventuellement avec un tout petit peu de modification, va pouvoir être utilisé avec ce programme des imports. Alors, je ne me souviens plus, c'est un import à plat ou un import en tableau que vous avez pour les payes? Émilie, aide-moi. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble. Alors, on fait d'abord un. Oui, vas-y, Émilie. Il me semble que c'est plus à plat. Je sais pas honnêtement, mais ça ressemble plus à quelque chose à plat. Ça ressemble plus au premier qui est ici. Ouais. D'accord. Donc, si c'est le premier, il sera réutilisable avec ces programmes quasiment sans changement. D'accord? Et on verra que si c'est en tableau, il y a quelques modifications à apporter, mais pas quelque chose d'insurmontable, loin de là. Et l'idée, c'est bien que progressivement, vous basculiez sur ces programmes-là qui vont être beaucoup plus sécurisés, on va s'en apercevoir en les testant, qui sont beaucoup plus sécurisés que les programmes d'import directement dans Sage. Mais encore une fois, tout ce qui fonctionne aujourd'hui avec Sage va continuer à fonctionner. Hein. Ce n'est pas un remplacement, c'est un plus qui permet à la fois d'apporter des fonctionnalités complémentaires et surtout d'économiser l'obligation d'accéder au TSE et d'avoir une licence Sage pour les lancer. D'autres remarques ou d'autres questions? Alors, on continue. Au niveau du schéma par rapport aux imports d'écriture, on va donc avoir dans une feuille Excel des données qui vont être renseignées, soit par saisie directe, soit par collage, mais qui peuvent aussi être issues de calculs venant d'une autre feuille du même tableau Excel ou éventuellement d'un autre tableau. En tout cas, quelle que soit la façon dont les données sont inscrites, on va les inscrire donc dans la feuille en respectant les formats qui correspondent au modèle qu'on vous a donné. Elles sont donc préparées dans cette feuille, soit sur le format import à plat, soit sur le format import en tableau. Ensuite, le programme va, alors c'est le terme qu'on a retenu, lire l'onglet, c'est-à-dire que c'est la feuille Excel active, donc on peut avoir plusieurs fichiers Excel ouverts et chaque fichier pouvant contenir plusieurs feuilles. C'est la feuille active d'Excel qui sera lue et le programme va vérifier déjà tout un tas de contraintes
Alors, bien évidemment, l'équilibre comptable, la conformité des formats, des champs obligatoires, et va afficher l'écriture sous forme de visualisation, ce qui va permettre d'avoir déjà une première lecture de la conformité de l'écriture par rapport à ce qu'on attend. Si, ça c'est vraiment une grande nouveauté par rapport à ce qu'on avait avant, si un des comptes qui ont été inscrits dans la feuille Excel n'existe pas dans le plan comptable de l'outil, on aura la possibilité d'une part de vérifier les existants immédiatement et surtout la possibilité de créer directement le compte à partir du programme d'intégration. À partir du moment où l'écriture est considérée comme conforme, qu'on a éventuellement créé les comptes qui pouvaient manquer dans le plan comptable, on va générer l'écriture. Donc ça, c'est le programme qui le lance. Et au moment de la génération de l'écriture, on a une deuxième vérification qui va se faire pour les comptes comptables. C'est-à-dire que si on ne l'avait pas vérifié avant et qu'il y en a un qui n'existe pas, on sera bien évidemment bloqué, on ne pourra pas générer l'écriture. C'est à ce moment-là qu'on va également vérifier que les sections analytiques qui ont été inscrites dans la feuille Excel correspondent bien à des activités existantes. Et on va aussi vérifier que l'écriture qu'on veut intégrer ou les écritures qu'on veut intégrer sont bien dans les dates de saisie autorisées dans l'application l'outil pour la saisie d'écriture comptable. Ces vérifications-là ne se font pas avant, c'est-à-dire au moment où on fait la première vérification, elles ne peuvent se faire qu'au moment où on est en relation avec l'outil pour préparer l'écriture. Cette écriture va être en position à valider dans la liste des écritures des applications l'outil et on a donc une nouvelle étape. Elle est uniquement préparée et on a encore la possibilité de la supprimer à ce stade-là. C'est-à-dire que si l'écriture ne nous convient pas, on a la possibilité de la supprimer sans qu'elle soit intégrée dans la compta. Et on va donc changer l'état de l'écriture pour la passer de l'état à valider en état à intégrer. Et à ce moment-là, elle attendra, au même titre que les écritures de vente ou de notes de frais, d'être intégrée dans Sage. Donc, elle sera par contre visible directement dans les rapports de gestion dès lors que l'alimentation aura été lancée. Et donc, elle ne pourra plus être supprimée à partir du moment où elle sera à intégrer. Et à partir du moment où elle est intégrée dans Sage ou une fois que l'alimentation a été lancée, elle est visible dans les rapports de gestion. OK sur le principe? Donc, on a rajouté une étape qui est cette étape de validation de l'écriture dans l'application l'outil avant qu'elle puisse être intégrée dans Sage ou visible dans les rapports de gestion. Des questions? Eh bien, on continue. Le schéma pour les exports des soldes analytiques, là, il ressemble beaucoup plus à ce que vous connaissez déjà, puisqu'on a une feuille donc, dans Excel qu'on va préparer en inscrivant les comptes ou les racines de comptes qui sont attendus pour l'exportation. On va également paramétrer dans la feuille Excel les dates de début et de fin de la période qu'on va exporter. Le paramétrage du programme va correspondre essentiellement à la position des cellules, dates, lignes des comptes dans le tableur Excel, pardon. Et c'est à ce stade-là également qu'on choisira quelles sont là ou les activités qu'on souhaite exporter, et notamment, est-ce qu'on exporte ou pas les activités qui sont déjà fermées, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de jour d'existence dans la période qu'on demande dans Excel. Ces paramétrages sont enregistrés dans le poste de travail de l'utilisateur et donc seront proposés au prochain lancement du programme. On lance la commande d'exportation. On va directement effacer toutes les valeurs qu'il pouvait y avoir précédemment dans le tableau. Et on va chercher donc les données qui sont dans l'outil, c'est-à-dire dans les rapports de gestion. Et c'est là que prend tout l'intérêt et tout le sens de pouvoir lancer la synchronisation manuelle si on a fait des écritures dans Sage ou si on a confirmé des factures ou des notes de frais. Ça va nous permettre de les avoir. On affiche également, on va le voir tout à l'heure, quelles ont été les données qui ont été prises en compte et on récupère dans Excel les données qui sont utilisables exactement comme on avait ça avec l'export des soldes comptables directement depuis Sage.
Ces données donc, sont utilisables, on peut les visualiser, on peut rajouter des formules de calcul, alimenter d'autres onglets et notamment préparer des écritures à intégrer. C'est l'exemple de la contribution coopérative où on va exporter les données qui sont nécessaires pour le calcul de la contribution. On va avoir des feuilles de traitement et de calcul et on va préparer l'écriture pour pouvoir la générer. Là non plus, ça ne change pas. À chaque fois, on inscrit les soldes en valeur débit moins crédit. Et donc, on a des tableaux qui sont très similaires à ce qu'on avait déjà avant. OK là-dessus? Alors, oui, pardon. Excuse-moi Henri, pour le calcul de la contribution, donc comme tu le disais, on s'en sert on se sert de l'export des soldes analytiques pour calculer la contribution. Mais est-ce que le fichier Excel, je ne sais pas si j'ai tout compris, est-ce qu'il est à l'identique de celui qui était existant avant, ou il faut qu'on importe cette partie justement dans l'ensemble des fichiers qui servaient à calculer la contribution? Alors, les fichiers de calcul de contribution vont être utilisables quasiment à l'identique. Je dis quasiment parce qu'il peut y avoir quelques petites modifications à apporter. En tout cas, pour ce qui est de l'export, les tableaux d'export depuis Sage vers Excel vont être utilisables sans aucune modification avec ces programmes. Donc, pour la récupération des données qui sont nécessaires pour le calcul de la contribution, la même feuille va pouvoir être utilisée de la même façon. D'accord? Les feuilles de traitement intermédiaires vont de toute façon continuer à fonctionner et on aura juste une toute petite modification à faire sur la feuille de préparation de l'écriture pour l'intégrer. Donc, en gros, vous prenez votre fichier actuel, vous le récupérez sur votre poste local et moyennant une toute petite modification sur la feuille d'écriture, il sera utilisable en l'état. Et la modification sur la fiche d'écriture va nous être communiquée? Oui. Et dans le guide, j'ai fait toute la description de comment on le prenait, de là où on part et de là où il faut arriver. Merci, Henri. Alors, pour avoir accès, la première chose, mais je crois qu'on a pas mal communiqué dessus, il faut donc avoir le pack coopératif pour utiliser cette fonctionnalité. Donc ça correspond à une décision de l'AG des associés de la SIC, où c'est des développements qui ne sont pas optionnels avec une facturation spécifique, mais qui sont intégrés dans le pack coopératif et uniquement dans le pack coopératif. Donc, on a un guide d'utilisateur, on y fera référence tout à l'heure, où dans le menu, ça se place dans le chapitre outils de gestion et on a un sous-chapitre import, export, Excel, application. Et on a décrit à la fois les fonctionnalités, l'organisation des tableaux, le fonctionnement, etc. Donc, je vous ai mis ici le lien à condition d'être déjà connecté. Il faut demander l'accès, c'est-à-dire que pour que le programme fonctionne, il faut qu'un référent de la structure ait signifié à l'outil que pour telle ou telle personne, on devait ouvrir les accès. D'accord? Donc, pour ceux qui sont aujourd'hui, qui participent à cette visio et qui avaient déjà le pack coopératif, on a déjà ouvert les accès et on verra que pour ceux qui n'ont pas les accès ouverts, vous pourrez tester à partir d'un compte d'accès de test. Et donc, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir un accès au TSE et à Sage pour pouvoir utiliser ces programmes. Il faut donc télécharger et installer le programme. Je pense que vous l'avez déjà tous fait. Et on a mis une page de téléchargement pour récupérer le programme d'installation. Et une fois qu'il est installé, vous allez retrouver l'icône qui est ici sur votre bureau et sinon, vous le retrouvez dans vos programmes habituels. Il faut récupérer les modèles Excel qui sont disponibles dans la même feuille de téléchargement. Mais ça correspond à la réponse que j'ai fait à Corinne tout à l'heure. Vous pouvez également partir des modèles que vous utilisiez antérieurement, éventuellement en modifiant quelques paramétrages d'emplacement de cellules ou des choses comme ça qu'on verra en détail. Une précision qui peut être importante, c'est que ces programmes ne fonctionnent ni sous Mac ni sous Linux. Il faudrait pour ça qu'on les redéveloppe complètement
et le nombre d'utilisateurs de type gestionnaire qui sont susceptibles d'utiliser ces programmes, qui utilisent Mac ou Linux, ne justifie pas aujourd'hui, en tout cas, le coût de redéveloppement qui serait nécessaire pour le faire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas encore les accès, vous pouvez tester, vous pouvez tester avec un utilisateur sur Copa Formation, qui est le bac à sable, la structure bac à sable de l'outil. Le login, c'est jadmin501 et le mot de passe @l'outil 2020. C'est celui que je vais utiliser pour faire les démonstrations aujourd'hui, mais vous pourrez l'utiliser en même temps. Des questions avant qu'on vérifie les connexions à vos programmes? Non, tout va bien. Je vais quitter ça. Donc, si vous avez installé le programme, vous avez cette icône. Et alors, je vais partir à 0. Pour le lancer, on va saisir l'identifiant qui correspond donc à son identifiant aux applications. Et le même mot de passe que pour s'authentifier sur l'outil. Et là, on se connecte. On a identifié, alors il y a 2 cas de figure qui peuvent expliquer pourquoi la connexion ne marche pas. La première chose, c'est que là, je me suis connecté avec un utilisateur qui n'est référencé dans l'outil que sur une seule structure, qui est Copa Formation, donc le bac à sable. Si, en tant qu'utilisateur, vous avez accès à plusieurs structures, vous allez devoir passer ici dans Commandes, Paramétrage, Structure. Vous allez être obligé de cocher ici, proposer le choix de la structure et créer la ou les coopératives auxquelles vous avez accès. D'accord? Pour créer la coopérative, vous faites Nouvelle, vous saisissez le nom et l'identifiant qui est le numéro interne à l'outil que vous connaissez certainement. Donc, dans le cas de Copatest, c'est la 60, de Copa Formation, c'est la 500. Et si je rajoute la 501, qui est ici. À partir du moment où on a coché, proposé le choix de la structure, je recommence à me connecter, je m'identifie. Et ici, je peux choisir sur quelle structure je vais travailler. Ah, je me suis raté, excusez-moi. Et là, donc, je suis bien connecté. J'ai mon identifiant qui apparaît ici et la structure sur laquelle je suis. On peut faire un petit point. Tout le monde a réussi à télécharger les programmes et à se connecter? Henri, c'est Laurence à Créaline. Non, moi, ça ne marche pas. OK. Tu as bien le beau mot de passe? Ouais. Alors, on a identifié un deuxième cas de figure. S'il y a un plus dans le mot de passe, pour des raisons qui sont propres à la logique informatique et qui dépassent souvent l'entendement commun, le plus ne permet pas d'être reconnu comme mot de passe dans ce programme. Est-ce que tu as un plus dans ton mot de passe? Non. Et tu n'es pas identifié sur une autre structure que Crealid? Bah, je pense pas, non. Alors, est-ce que tu peux essayer de faire la commande paramétrage structure, de cocher la case proposer le choix de la structure et de faire nouvelle en mettant Crealid le numéro 2. Est-ce que d'autres ont eu des soucis d'installation ou de connexion?
Non, donc tout le monde a réussi cette étape-là. Si ça ne fonctionne pas, Laurence, on verra après, hein. Donc, c'est bon pour tout le monde? Alors, je vous propose de partir d'un fichier sur lequel j'ai fait plusieurs feuilles, plusieurs exemples pour avoir des tests et regarder les différentes possibilités, les différents éléments. On va commencer par l'importation d'écriture à plat. Okay, donc, au niveau du format, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir ces colonnes ici renseignées et on va vérifier au niveau des paramétrages qui sont inclus dans le programme si ça correspond bien. Alors, on peut bouger la fenêtre pour pouvoir voir les deux à la fois. On a le menu commande, paramétrage, import à plat, qui affiche ici la position des lignes et des colonnes avec les données qui sont attendues. Ces paramétrages sont propres au poste de travail de l'utilisateur. Donc, vous pourriez tout à fait les modifier et décider, par exemple, que la date est dans la colonne B et non pas A, et qu'on retrouve le code journal en A et non pas en B. Donc ça, c'est possible. Au niveau des lignes, le numéro de compte donc, est en C, qu'on retrouve ici, pardon. Les données analytiques donc en G. Et la première ligne qui va être lue, c'est la ligne 5. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de la ligne 5, on s'en moque. D'accord? Vous pouvez donc modifier ces paramétrages-là si vous voulez formater votre tableau différemment. Mais ça veut dire que tous vos tableaux devront être formatés de la même façon. Sinon, vous serez obligé de venir modifier ces paramétrages-là à chaque fois en fonction du tableau que vous utilisez. Donc, clairement, on vous déconseille de modifier les paramétrages, mais vous voyez que vous avez la possibilité de le faire. Toutes les informations qui seraient saisies en dehors des colonnes, des lignes ou des numéros de cellules qui sont inscrits ici sont complètement libres et vous pouvez en faire ce que vous voulez. De même que tous les formats, ici c'est pour faire joli que j'ai mis du vert et des petites étoiles pour dire que c'était des champs obligatoires. Le total qui est ici, c'est une formule de calcul qui n'est pas utilisée par le programme, mais qui permet de vérifier tout de suite si on a bien l'équilibre débit-crédit dans les écritures. Mais encore une fois, tout ça, c'est des choses qui sont des rajouts pour que le tableau soit plus lisible et pour avoir des assistants au niveau de la création et de la préparation. Charlie demande si le paramétrage reste pour le pas suivant. Alors, ces paramétrages, si on les modifie, sont enregistrés sur le poste de travail de l'utilisateur, donc vous les retrouverez à l'identique. Par contre, si vous vous connectez à partir de deux postes de travail différents, type un poste fixe au boulot et un portable en télétravail, il faudra les faire dans les deux ordis. C'est lié à l'ordinateur, pas à l'utilisateur. La première colonne, il y a une donnée dans la première colonne A. Sinon, la ligne Ouais. est valide. Super. Si on reprend ce tableau-là, on va déjà voir ce que ça donne et on verra après sur les contraintes complémentaires. Il faut que pour une même écriture, la date, le journal soit identique. Ça, c'est assez logique et assez facile à comprendre. Il faut que le libellé soit identique, que le numéro de pièce soit identique. Ça, c'est pour les champs qui sont les champs obligatoires. Et dans les champs facultatifs qu'on rajoute dans l'intégration, le numéro de pièce externe qui va se retrouver dans le champ numéro de facture dans Sage. La date d'échéance et le mémo pour cette écriture-là, tout ça doit également être identique sur toutes les lignes d'une même écriture. Le libellé, c'est quelque chose de nouveau, puisque ce n'était pas forcément le cas, dans les imports depuis Excel vers Sage directement, et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans les écritures qui sont générées par nos applications, mais c'est une contrainte qu'on a rajoutée dans la mesure où si le libellé n'est pas unique dans Sage,
on ne pourra pas modifier l'écriture en passant par la commande de visualisation, modification d'une écriture. Donc, on a rajouté cette contrainte qui parfois va pouvoir paraître un petit peu démesurée ou exagérée, mais qui sera très facilitante ensuite par rapport aux écritures dans Sage. Donc là, j'ai préparé mon écriture. Je vois que j'ai deux comptes 658 et ensuite 471 qui se suivent, avec pour chacun de ces comptes des analytiques différents. Je prends mon programme. Donc là, j'annule le paramétrage. Commande import à plat. La case à cocher, vérifier l'équilibre analytique, on ne se pose même pas la question quand on est une CAE ou une couveuse, on la laisse cocher. Ça veut dire que si l'équilibre analytique n'est pas respecté, l'écriture ne pourra pas être générée. Et on va lire l'onglet courant. Et l'écriture est proposée. On voit bien qu'on a une seule ligne sur le 658 qui reprend 350 €, c'est la somme des 200 plus des 150. Et en faisant un double clic sur la ligne, on a accès aux affectations analytiques qui vont être prises et on retrouve bien l'équivalent de ce qu'il y a dans le tableau, 200 plus 150 ici. Et même chose évidemment sur le 471. Mon écriture était bien équilibrée en analytique puisque sur l'activité format, j'avais 200 ici et 200 au crédit. Donc, on a notre équilibre et c'est pour ça que ça n'a pas crié à ce moment-là. OK? Donc là, l'écriture est préparée. On récupère la date, le libellé, le journal, le numéro de la pièce qui était T1, le montant, c'est le montant total, la date d'échéance, le mémo et le numéro de pièce externe ici, sachant que ça, c'est facultatif, c'est-à-dire que si je les supprime et que je relance mon intégration, l'intégration, l'écriture va être préparée de la même façon. Par contre, on n'a ni la date d'échéance, ni le mémo, ni le numéro de pièce externe, puisqu'on les a enlevés. Je vais les remettre pour poursuivre mon écriture. Donc, je fais la lecture de mon onglet. Mon écriture est prête, elle me convient. On me dit ici qu'on a une écriture qui est prête et je vais générer l'écriture et je pense que je vais avoir un message d'erreur et c'est voulu. Oh, non, je n'ai pas de message d'erreur. Le message d'erreur que j'aurais pu avoir, c'est qu'au bout d'une demi-heure de non-utilisation, la connexion est interrompue et il faut juste se reconnecter. Donc là, le message que j'ai, pardon, c'est que les écritures ont été préparées et qu'elles sont en attente de validation dans l'application l'outil. OK? Si je me connecte à l'outil, comptabilité, écriture, je retrouve donc la liste des écritures qui ont été préparées, intégrées ou à intégrer depuis les notes de frais, les échanges internes, les règlements, etc. Et je retrouve ici mon écriture qui est à valider. Pour les retrouver facilement quand il y en a beaucoup, on peut trier ici pour n'avoir que les écritures qui sont à valider. Si je regarde le détail de cette écriture, je retrouve bien mes deux lignes 658 et 471 avec les 350 € et je retrouve bien mes affectations analytiques pour chacune des lignes. Le mémo que j'avais inscrit dans Excel, test de régule 1, je le retrouve ici. Il était là. Ma pièce externe, régule 1 et ma date d'échéance au 31/01/2022. Je les retrouve bien. Elles sont ici, pardon. Pièce externe, régule 1, date d'échéance ici. D'accord? Donc, tout ce qui a été préparé dans Excel se retrouve ici dans cette écriture. Cette écriture est à valider. Donc, pour le moment, et si on ne fait rien, il ne se passe rien. Elle ne pourra pas être intégrée. On a une dernière possibilité de vérification, c'est que les écritures qui sont à valider peuvent ici être supprimées. Donc, on a un message de confirmation. Et si on supprime l'écriture, elle disparaît purement et simplement de l'application et on peut recommencer. Donc, on a cette étape complémentaire qui se rajoute. D'accord? Pour modifier l'état de l'écriture et la remplacer par à intégrer, on va ici pouvoir modifier
l'intégration et on va la mettre intégrée. Attention, donc on valide la ligne. Attention, à partir du moment où elle est en position à intégrer, on ne peut pas la remettre en position à valider. La commande n'est pas accessible. Et en plus, on ne peut plus la supprimer. Ah, pardon. Donc là, il y a un petit bug. Pardon, c'est l'effet des mots. Non, pardon. J'avais mal lu le message. Donc, le message est bon. On a une suppression d'écriture. Oui, si, pardon. On ne devrait pas afficher erreur. On devrait nous dire qu'elle ne peut pas être supprimée dans la mesure où elle n'est pas en position, dans une position à valider. C'est l'occasion de vérifier les petits bugs. Donc, cette écriture, maintenant qui est à intégrer, comme toutes les autres, va être intégrée en même temps dans Sage. Et si je lançais l'alimentation maintenant, elle serait directement dans les rapports de gestion. Des questions là-dessus? J'ai une question, Henri. Oui. Ce tableau à place, qu'on peut l'utiliser aussi si, par exemple, on a un seul compte général, mais en fait, plusieurs comptes tiers, parce qu'après, comment ça se… Est-ce que toutes les écritures se regroupent en compte général et après, ça fait différents comptes tiers ou comment ça… Alors, effectivement, merci pour la question. Je ne l'ai pas mis dans mon exemple. Ici, on va renseigner soit le compte général, soit un compte tiers. D'accord? C'est-à-dire que je pourrais tout à fait ici avoir un C0 quelque chose en imaginant que j'ai un client intégré ou un RS pour les salaires à payer pour l'écriture. Là, si je régénère mon écriture, on retrouve bien une ligne avec le C0 qui est là. D'accord? Par contre, ce qui est interdit, c'est de mettre ici un compte collectif. C'est-à-dire que si je mets mon 411, qui est le collectif client, à ce stade-là, ça ne pose pas de problème. Par contre, si je génère l'écriture, j'ai un message d'erreur. Le compte 411 étant un collectif, il ne peut pas être utilisé et donc on ne peut pas générer l'écriture. Donc, on a un blocage à ce niveau-là. Donc, dans les numéros de compte, c'est soit le compte général, sauf compte collectif, soit un compte de tiers. Alors, Oui. moi, j'ai une autre question. Tout à l'heure, tu as dit qu'au bout d'une demi-heure, le logiciel se déconnectait. Et si on n'a pas terminé notre écriture, elle est conservée? Oui. Alors, la connexion est nécessaire. Donc, dans le programme, la connexion est nécessaire dès lors qu'on va générer l'écriture. OK? C'est-à-dire que tout le travail de préparation dans Excel et de lecture de l'onglet et donc de l'affichage ici de l'écriture peut se faire même si on n'est pas connecté. Donc, imaginons le cas de figure, on a bossé, d'accord? On a notre écriture qui est prête, tout va bien. On lance la génération et on a un message d'erreur qui va apparaître, qui va nous dire qu'on n'a pas les droits ou qu'on a attendu trop longtemps. Et à ce moment-là, il suffit de refaire commande connexion, de se reconnecter. On n'aura pas perdu ça et on pourra régénérer l'écriture directement. Ok, merci. C'est bon là-dessus? Alors, je vous propose de voir sur une autre feuille ici d'autres exemples et notamment les contraintes qui vont être posées. Ici, j'ai préparé mon tableau Excel avec ma même écriture tout à l'heure. Et puis, j'en ai une autre qui apparaît ici. Mais j'ai deux lignes ici qui sont vides. Si je lance le programme, il me lit que la première et il m'alerte en disant « Attention, il y a des données après la dernière ligne, la ligne 8, qui a été prise en compte. » C'est-à-dire que j'ai bien ma ligne 8 ici qui a été prise en compte. Et ce que fait le programme, c'est que dès que dans la colonne A, ici, c'est la colonne date. Mais si vous changez vos paramétrages et que vous mettiez autre chose dans la colonne A, pardon, ce serait le même cas de figure. Dès lors qu'ici, on n'a pas une date, il arrête la lecture. Comme mon écriture était équilibrée avant la ligne 9 qui est vide, il a généré la première écriture et il m'alerte
en disant, attention, ça peut être une erreur, il y a un trou dans les lignes, mais il y a des données après. Cette alerte, il l'a fait uniquement si on a 9 lignes vides. C'est-à-dire que si ici, je réintègre des lignes en plus, donc là, j'en ai 4, 6, 8. Là, je relance, il va me dire la même chose. OK. Si j'en réintègre encore, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes qui sont vides. Il m'a intégré que ma première écriture. Et cette fois, il ne m'a pas alerté, puisque ce qui est en dessous à partir de la 10e ligne, il ne vérifie plus. OK? Donc ça, c'est une première vérification. Si je supprime toutes ces lignes qui étaient vides, alors j'en profite au passage, dans la colonne L ici, vous avez un calcul qui permet d'avoir un solde progressif. Et comme j'ai supprimé des lignes, ma formule ne fonctionne plus, donc je la remets. Ici, c'est juste une aide qui permet de se rendre compte que quand on arrive là, le solde débit-crédit est à 0 et que donc on va avoir une première écriture qui va prendre ces 4 lignes. Et ensuite, on va avoir une deuxième écriture qui prend les lignes suivantes. Cette colonne n'est absolument pas nécessaire dans le programme, c'est juste une aide qui permet de visualiser facilement quand on a un tableau qui est un petit peu long et avec plusieurs écritures, qui permet de vérifier qu'on est bon. Donc là, j'ai 8 lignes avec donc 2 écritures. Si je lance le programme, il me prépare bien mes 2 écritures. D'accord? Si je modifie un truc ici, je me suis trompé dans mon libellé, je vais avoir un message d'erreur. Ligne 12, le libellé, pour le libellé, la valeur n'est pas constante. On était sur test 2 jusqu'à présent, et là, maintenant, on se retrouve sur test 1. Donc, on est bloqué. Et là, ce n'est pas un message d'alerte, c'est un message bloquant. Si je remodifie ça, que ici, je me suis trompé et j'ai mis un autre journal. Vous avez compris, on va voir le même message et à chaque fois, on indique quelle est la ligne d'Excel qui pose problème. Imaginons maintenant que, ici, je me suis trompé, j'ai mis 2 fois mon analytique et ce n'est pas le même que sur les 2 autres lignes. Je lance le programme. Il me dit, les affectations analytiques ne sont pas équilibrées. J'ai Cofort avec 639 au débit et 439 au crédit, et Format avec 500 et 700. Et comme je lui ai demandé de vérifier l'équilibre analytique, il me bloque, il ne me permet pas de générer une écriture qui irait générer un déséquilibre de la balance analytique. Par contre, imaginons, on ne sait jamais que ce soit voulu, je décoche vérifier l'équilibre analytique, et ici, il ne va pas me bloquer. Par contre, si je génère l'écriture, parce que dans l'outil, vos dossiers sont tous paramétrés pour avoir de l'analytique sur les comptes de bilan, vous allez être bloqué puisqu'on ne le laissera pas passer. Donc ça, c'est vraiment un gros plus qu'on a rajouté dans ce programme-là par rapport à ce qu'on avait dans Sage. Dans Sage, on pouvait générer des écritures avec des déséquilibres analytiques à partir d'un Excel. Cette fois, on ne peut plus, même si c'est 1 centime d'écart parce que c'est une écriture un peu compliquée, issue de formules avec des pourcentages, les divisés, etc. Là, on est coincé, on ne va pas pouvoir le faire. Je recoche tout de suite mon truc et je reviens ici. Donc, voilà un petit peu les règles qui vont être posées. Et bien évidemment, ça, on ne sait jamais, on vérifie. Là, j'ai un déséquilibre qui est carrément un déséquilibre de l'écriture générale. Si je le lance, j'ai immédiatement l'information sur la différence entre le total des débits et le total des crédits, et en plus, un déséquilibre analytique. Donc là, j'ai l'information et je peux immédiatement corriger. Donc là, on est sur une écriture, sur
une utilisation avec peu d'écriture, peu de lignes. Prenons cet exemple-là qui ressemblerait beaucoup à une écriture donnée de paye. J'ai ici mes dates, mon journal de paye, mon libellé d'écriture, donc c'est le même partout. Je me retrouve avec tous mes comptes, dont les comptes auxiliaires, le RS en l'occurrence, débit, crédit, mes différents analytiques, mon numéro de pièce. Si je lance ça, il va mettre un petit peu plus de temps. Ça va arriver. Ça va arriver. Et voilà. Donc là, il m'a fait mon écriture. J'avais préparé mon écriture sans spécialement faire de tri au niveau des comptes. Du coup, il m'a généré 13 écritures. D'accord? Parce que ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il s'est contenté de regarder à quel moment, sur quelle ligne, est-ce que j'avais un équilibre débit-crédit. C'est l'intérêt de cette formule de calcul qui permet de le vérifier. Et je me rends compte que c'est ici, avec les 1,50 € sur le 64,58 que j'arrive à mon équilibre. Et ma première écriture va donc aller jusqu'au 1,50 €. Et ensuite, on va partir sur une écriture suivante. Donc, pour une écriture de paye, ce n'est pas ça qu'on a envie d'avoir. C'est-à-dire que là, clairement, on se retrouve avec beaucoup trop d'écritures alors qu'on en voudrait une seule. Pour pouvoir récupérer l'écriture conformément, on va se retrouver ici. Je vous ai donné l'exemple là. J'ai transformé en tableau ma donnée et j'ai trié sur le numéro de compte. Donc, j'ai tous mes 431.1 qui arrivent ici. Ensuite, je passe au 437.2, etc., etc. Donc, c'est les mêmes montants, hein, exactement, même affectation analytique. Mais par contre, j'ai trié sur le numéro de compte. Et cette fois, si je lance la lecture, donc c'est effectivement un peu plus long hein, quand on a un tableau qui est important. Donc, une vraie écriture de paye avec plusieurs milliers de lignes va prendre quand même un certain temps pour être préparée. Mais ça reste raisonnable. On n'a pas le temps d'aller chercher un café. Et donc, cette fois, comme mon équilibre est atteint qu'à la dernière ligne, j'ai bien une seule écriture qui va être générée. Et surtout, je vois ici que j'ai 15 analytiques pour le 431.1 et mes analytiques sont ici. D'accord? Au passage, dans la construction de mon tableau, je vois que j'ai pour le 431.1 une ligne ici sur format et encore une ligne ici sur format. D'accord? Et donc, on va retrouver au niveau de l'écriture autant de lignes d'affectation analytique qu'on avait dans le tableau. C'est-à-dire que le cumul se fait sur le compte général, avec une seule ligne qui totalise le tout. Par contre, si vous avez plusieurs lignes pour un même compte général sur un même analytique, on ne fait pas de cumul à ce niveau-là et on retrouve bien une ligne par affectation analytique. OK? Donc voilà le genre d'utilité, une écriture donnée de paye. Donc là, on est sur une seule écriture à une seule date. Mais vous vous rendez compte que, pardon, avec l'exemple qui est ici, j'avais deux écritures. Alors, moi, mauvais exemple parce que j'avais mis les mêmes dates et le même journal, mais on pourrait avoir des dates et des journaux différents. Ça fonctionnerait tout à fait bien là-dessus. Donc, voilà mon écriture de paye. Ici, c'est des valeurs qui sont inscrites, c'est-à-dire que ça aurait pu être issu d'un collage, par exemple, à partir d'une information récupérée. On peut tout à fait
alimenter une feuille, non plus avec des valeurs saisies ou collées, mais avec des formules qui vont rechercher des données ailleurs. Dans mon exemple ici, j'ai une feuille de données avec mes numéros de compte, débit, crédit et l'analytique en face. Et c'est des formules ici qui me permettent d'aller chercher le numéro du compte, le débit, le crédit et l'analytique. Donc, le tableau va lire les valeurs qui sont inscrites, même si ces valeurs sont issues d'une formule. Au passage, si vous avez des valeurs qui ont plus de 2 chiffres après la virgule, le programme va refaire les arrondis pour qu'on n'ait pas de déséquilibre lié à des arrondis. Ça n'empêche que quand on construit des tableaux un petit peu compliqués avec des formules de calcul, notamment pourcentage ou division, il faut toujours utiliser la formule arrondie dès la première formule de calcul. Ça permet d'éviter et de limiter les risques d'erreur en plus de ce que traite le programme. On a, dans certains cas, des montants qui peuvent être à 0. Alors, j'ai cet exemple ici, sur ma ligne 7 qui est là. De par les calculs et les formules, j'ai bien ma ligne avec un numéro de compte et un analytique, mais la valeur est à 0. Si je lance mon onglet, ma lecture d'onglet, ça ne va pas lui poser de problème, c'est-à-dire qu'il va sauter cette ligne, qu'il n'y a pas de montant. Par contre, on va voir qu'il va m'alerter en disant qu'il y a certaines affectations analytiques qui étaient à 0 et donc qui n'ont pas été prises en compte. Ça va arriver. Donc, je passe directement du 518,50 au 37,50 ici. 518,50. Et ensuite, j'ai le 37,50. Pourquoi je ne le retrouve pas dans le machin? Oui, parce que ce n'est pas le même compte. Voilà, qui est ici. Et le message que j'ai caché un petit peu vite, certaines affectations analytiques avec un montant à 0, elles ont été ignorées. Donc, si c'est un tableau qui est construit à partir de formules qui viennent d'une autre feuille et que ces formules renvoient une valeur 0, à condition qu'on ait bien la ligne existante quand même, hein, donc avec la date, le journal, le libellé, etc., on a un message d'alerte, mais qui n'est pas bloquant, qui n'empêche pas de préparer l'écriture. Avez-vous des questions sur tous ces imports à plat ou est-ce que ça vous paraît clair? Tout est clair. Si vous avez aujourd'hui des tableaux qui sont préparés, que vous utilisez pour intégrer directement dans Sage, ces tableaux sont utilisables à l'identique puisque tout est pareil, sauf si ce n'est pas le cas, vous devez avoir libellé et numéro de pièce qui sont les mêmes. Et vous pouvez rajouter, mais c'est facultatif, d'autres informations, pièces externes. Je vais changer ça parce que ce n'est pas très joli. Pardon. Vous pouvez rajouter un numéro de pièce externe qu'on n'avait pas. La pièce externe, on l'avait. On n'avait pas la date d'échéance et on n'avait pas le mémo ici. Donc, les mêmes tableaux sont utilisables, mais vous pouvez rajouter des informations qu'on ne pouvait pas avoir avant. Si c'est tout bon pour l'import à plat, on peut passer à l'import en tableau cette fois. Voilà un exemple. J'ai des colonnes avec des numéros de compte, un sens, débit ou crédit, donc c'est D ou C. J'ai des analytiques ici et j'ai des valeurs ici. D'accord? Pour lancer la commande, la première fois, mais si vous utilisez les modèles de base, vous n'aurez pas à le faire. Vous allez dans Paramétrage, Import en tableau.
pour vérifier la position des cellules, date, journal, libellé, numéro de pièce, etc. Et les lignes à partir sur lesquelles on a le sens débit au crédit, on a le numéro du compte et la première ligne, la ligne de montant qui correspond au total, donc au montant qui s'inscrit en comptabilité générale. Donc tout ça, encore une fois, peut être modifié. Si vous le modifiez, ça veut dire par contre que vous allez devoir remodifier, modifier tous vos tableaux pour que ça corresponde. Pour lancer la commande, import en tableau, on retrouve exactement la même chose avec là encore la vérification de l'équilibre analytique. Et si on lit l'onglet courant, il nous donne bien le montant de la contribution 10 063,44 qui était ici sur le 611,5 avec les différentes affectations analytiques. Donc ça, on est sur quelque chose qui est logique. Ici, on n'en a qu'une, etc. etc. D'accord ? Au passage, la cellule qui est en rouge ici, j'avais 3 chiffres après la virgule, 18 899. Il m'a fait l'arrondi, pardon, avec mon 18,90 qui est là. Donc, même si j'avais omis de mettre la bonne formule d'arrondi pour limiter à 2 chiffres après la virgule, le programme, lui, va faire la correction et il va la faire aussi ici, puisque là, on sera à 439 dans Excel et il a bien repris les 44. Ça marche là-dessus? Donc ça, c'est un tableau simple. Par rapport au tableau qui existe, je disais tout à l'heure qu'il y avait quelques modifications qu'il allait falloir apporter. Dans l'import en tableau directement dans Sage, il y a une première différence importante, c'est que pour chaque compte, on a 2 colonnes, soit débit, soit crédit, et qu'on renseigne la colonne débit ou la colonne crédit. Ici, on a, pour un compte donné, uniquement une colonne et on indique quel est le sens. Donc, c'est là qu'il va falloir modifier vos tableaux, qui sont vos tableaux actuels. Je disais tout à l'heure, j'ai fait toute la préparation ici de la modification. Vous allez dans le guide, dans outils de gestion, importation, export Excel, où là, on a tout le détail. Donc là, c'est la feuille de synthèse. Et si je vais dans import en tableau, j'ai transformation d'un tableau. Si vous avez ça en tête, voilà quel est le genre de tableau qu'on intégrerait directement dans Sage. Avec, sauf si vous avez modifié vos propres paramétrages. Pour un compte donné, 2 colonnes, ici on a le 71,5 avec une colonne D pour débit, une colonne C pour crédit, et les montants, pardon, sont soit dans l'un, soit dans l'autre. Et vous allez arriver à ça avec une seule colonne, soit débit, soit crédit. Et en plus, pour que ce soit plus facile, on a rajouté les lignes, c'est-à-dire que le sens qui était ici en ligne 1 se retrouve en ligne 2, que le numéro de compte qui était en ligne 2 se retrouve en ligne 3 et que le montant total qui était en 5, en 4 se retrouve ici en 5. Ça, c'est parce qu'il était nécessaire qu'on ait un petit peu plus de place en haut par rapport aux différentes données. Et l'autre différence, c'est qu'on a, non pardon, là on n'en a pas, donc on a bien date d'écriture, journal, libellé, numéro au même endroit. Par contre, on rajoute le champ mémo, pièce externe et échéance qui sont là. Donc, vous avez un tableau qui est comme ça. Vous devez arriver là. J'ai décrit ici le process pour passer du tableau de départ jusqu'au tableau final. Je vous laisserai regarder. Mais en gros, il faut défusionner les cellules puisqu'on est sur la cellule fusionnée qui est ici. Ça veut dire que vous vous retrouvez ici avec des colonnes qui ne servent à rien. Et après avoir éventuellement modifié la cellule qui reprend le numéro du compte, donc là, je prends mon exemple ici, ma colonne J a le numéro du compte et les valeurs sont dans la colonne K. Il suffit que je fasse glisser de J à K, c'est l'exemple qui est en dessous, et ensuite je pourrais supprimer ma colonne J qui ne sert plus à rien.
OK? On insère une ligne pour avoir la place qui est nécessaire et on n'a plus qu'à copier dans le modèle tout ce pavé-là qui est entouré en rouge et qui reprend du coup toutes les données date écriture, mémo, etc. On le colle sur le même tableau et le tableau est utilisable directement. D'accord? Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est la seule modification un tout petit peu conséquente pour passer d'un tableau que vous utilisez aujourd'hui en importation dans Sage au même tableau pour l'importer avec ces nouveaux programmes. Quelques règles de calcul. Ici, dans mon exemple, donc j'ai à peu près la même écriture, hein, mais j'ai une colonne qui est vide. C'est-à-dire qu'on pourrait être alimenté depuis des formules extérieures et que les calculs faits font que ma ligne 658 avec un compte 658 ici n'aurait que des valeurs à zéro. Si j'intègre, voilà ce qui va se passer. On n'est absolument pas bloqué, on n'a même pas de message d'information et on reprend notre écriture ici. D'accord? Donc, tout va bien pour lui. L'équilibre est atteint à la fin du tableau et qu'il y ait une colonne vide, ça ne le gêne pas. Par contre, ce qui est indispensable, c'est qu'on ait et un sens, D ou C, et un numéro de compte. Si ici, je supprime le C et que je relance la lecture, j'ai immédiatement le message d'erreur en disant que la colonne G a un numéro de compte, mais pas de sens. Et du coup, pour lui, il s'est arrêté de faire la lecture et donc tout est déséquilibré. Et même chose, si c'est le numéro de compte qui a pété, on va avoir le même message d'erreur. D'accord? Pour que ce soit lu, donc, il faut qu'on ait et un compte et un sens. Et si on a des colonnes vides, mais que l'écriture est équilibrée, alors du coup, je vais transformer mon tableau pour avoir débit, crédit ici. Hop. Donc là, mon écriture est équilibrée, mais par contre, elle est équilibrée à partir de la première colonne. Et ici, j'insère des colonnes vides. Il m'a pris que les deux premières colonnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il retrouve ici ni sens ni compte, il arrête la lecture. D'accord? Comme avant cette colonne H, j'avais une écriture équilibrée, il me l'a prise. Par contre, il m'alerte sur le fait qu'à droite, j'ai encore des données, mais qui n'ont pas été prises en compte. D'accord? Même logique que pour les lignes dans l'import à plat, il va contrôler sur les 10 colonnes qui suivent. C'est-à-dire que si j'ai plus de 10 colonnes vides et que j'ai encore des choses écrites après, là, il ne va pas le prendre en compte et il va directement faire l'écriture. OK? On ne va pas forcément rentrer plus dans le détail. Je vous invite vraiment à utiliser le guide, puisque si on prend l'exemple de l'import en tableau, ici, on a une description, ce que je viens de vous montrer en gros, avec les différentes informations qui sont faites. Et ici, vous avez tout un tas de règles qui peuvent être complémentaires et qui font qu'on a ou pas une intégration. Mais je pense que là, on a fait le tour des contrôles, des messages d'alerte ou des messages bloquants. Et en plus, contrairement à ce qui se passait souvent avec les tableaux à importer dans Sage, où c'est arrivé qu'on passe énormément de temps pour trouver où était l'erreur, en règle générale, les messages sont assez clairs et notamment indiquent le numéro de colonne ou le numéro de ligne qui va être impacté ou qui va poser problème. Avez-vous des questions sur ces imports à tableau?
Pas de questions, donc tout est clair? Super. On va maintenant regarder le dernier outil qui va permettre de faire les exports. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous... Pardon. Oui, c'est ce que j'avais fait. J'ai effectivement oublié de vous montrer ce qui se passait au niveau de la vérification des comptes. Alors, je vais reprendre cette écriture-là, par exemple. Ici, j'ai un 659. Je sais que le 659 n'existe pas dans mon plan comptable. Je relance mon import à plat. Et ça marcherait aussi avec l'import en tableau. Hein. Donc là, il me fait l'écriture sans problème. C'est-à-dire que pour le moment, il ne s'est pas connecté à l'outil et donc il n'a pas vérifié l'existence ou pas des comptes dans le plan comptable. Si je veux les vérifier tout de suite à ce stade-là, j'ai le bouton « Vérifier les comptes ». Et par défaut, on coche uniquement les comptes inconnus et il me dit « Attention, le 659 n'existe pas dans Sage ». Pardon, dans le plan comptable de l'outil. Donc, soit c'est une erreur, je ferme ça, je vais modifier, je réintègre et je vérifie éventuellement. Ou alors, c'est voulu. Par contre, c'est un compte qui n'existe pas encore. On a la possibilité de le créer. Il suffit de saisir le libellé du compte. Donc là, je mets test à supprimer parce que je n'ai pas envie de me le garder après. Créer le compte. Et le compte a été créé. Et maintenant, si je relance mon écriture, donc je n'aurais même pas eu besoin de le faire, et que je vérifie les comptes, il ne me dit plus rien. Et là, si je génère l'écriture, il va bien la générer en écrivant sur le 659 qui est maintenant dans le plan comptable de l'application outil. C'est tout bon? On regarde les exports. Donc, export des salles analytiques. Donc, voilà à quoi ressemble le modèle. Et il fait plus que ressembler à l'existant, puisque c'est exactement le même formatage, même emplacement des lignes, etc. On n'a pas ici de paramétrage, puisqu'on va retrouver directement les quelques paramétrages qui sont faisables dans la commande de lancement, donc export des soldes analytiques, où il nous rappelle on vérifie que la cellule période début, période de fin, on est bien en A4, B4, que les comptes sont à partir de la colonne C sur la ligne 2 et qu'on va aller lire jusqu'à ZZ2, ce qui laisse un certain nombre de colonnes possibles, et que la première ligne sur laquelle il va écrire, c'est la ligne 6. On pourra tout à fait décider que c'est sur la ligne 5, etc. etc. Vous avez compris le principe. Ensuite, on va pouvoir choisir les activités qu'on veut lancer avec un premier élément, la case à cocher qui est ici. Quand elle est cochée, on ne va exporter que les activités qui, sur la période qui a été déterminée, donc ici j'ai demandé 2020, ont eu au moins un jour d'activité. Un jour d'activité, ça renvoie dans le paramétrage des activités aux dates de début et les dates de fin. Si je vais voir ici mes activités, je vois que j'ai mon activité Batidom qui a une date de fin au 31/12/2019. OK? Je reviens là-dessus. Et je vais pas, pour le moment, je ne vais pas trier là-dessus. J'exporte directement. J'ai un petit message qui me dit, qui me rappelle ce que j'ai voulu exporter, donc uniquement les ouvertes. Activité incluse, exclue, j'ai rien mis, donc c'est vide. Et les comptes 6 étoiles, 70 étoiles, etc. pour telle période. D'accord? Donc ça me rappelle tous les paramétrages que j'avais faits. Et donc, il m'a fait l'alimentation. Et on voit que Batidom, qui était vide sur la période, qui était vide sur la période puisqu'il s'est arrêté en 2019, n'a pas été exporté. D'accord? Si maintenant je lance la même chose, mais sans cocher
Donc, on applique et on exporte. Je retrouve Bastidon avec des lignes vides, mais c'est normal puisque là-dessus, je n'avais pas d'écriture. OK? On a la possibilité ensuite de trier. Alors, ça ne va pas être très significatif sur cette coopérative qui a relativement peu d'activité, mais vous pouvez définir une fourchette ou déterminer activité par activité. Donc, je peux avoir par exemple AA fort. Et si je veux juste m'arrêter là et en prendre une deuxième AA M, on applique et on exporte. Il ne me prend que les deux activités que j'avais paramétrées. Si, au lieu de mettre une virgule, j'avais mis 2 points, on est sur des schémas qui sont proches de ce qu'on retrouve dans Excel également, ou même dans l'ensemble du pack Office. Il va me prendre toutes les activités de AA Cofort jusqu'à AA Prédom, et me les avait pris ici. Et on a la possibilité en plus, dans la fourchette qui a été choisie, de dire « je ne veux pas le AA négoce ». Et donc là, j'ai 4 lignes, et après importation, j'en ai plus que 3, il m'a viré le négoce. Donc là, on a la possibilité donc, de faire du tri sur les activités et de ne récupérer que ce qu'on souhaite. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui ressemble vraiment à ce que vous connaissez. Et encore une fois, les tableaux que vous utilisez actuellement peuvent être utilisés en l'état. De la même façon que ce qu'on avait déjà, à chaque fois, on récupère pour une racine de compte donné le mouvement de la période. Donc là, c'est tous les mouvements sur les comptes 6 pour la période de l'exercice 2020 et le solde en début de période. Pour un compte 6, on part en début d'exercice dans la période que j'ai choisie, donc je suis à 0, c'est normal. Par contre, le 512, on voit qu'on a bien les mouvements de l'exercice et on partait du solde de début, donc du solde au 31 décembre 2019, la veille de la première date que j'ai inscrite ici, on partait de 4152,56. D'accord? Pour les comptes de bilan, ils sont lus comme ça. Donc, encore une fois, les tableaux que vous utilisez jusqu'à présent sont utilisables en l'état. Par contre, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Premier élément, premier exemple, dans ma feuille suivante, je reprends les mêmes choses, mais cette fois, je demande une période qui est à cheval sur 2 exercices. D'accord? Je prends tout 2019 et 2020. Si je lance mon export, ça ne lui pose pas de problème. Il me récupère bien l'ensemble des mouvements, des charges sur les 2 exercices. Pareil pour les produits. Au niveau de la banque, il m'a bien repris les mouvements de la période. Et comme j'avais démarré, dans ma coopérative démarre en 2019, j'avais des soldes à 0 et pareil pour les comptes clients. Si maintenant je démarre non pas au 1er janvier, mais au 1er juin, et que je lance export, j'avais un solde de banque au 31 mai, donc la veille du 1er juin qui a été choisi ici. Et ici, j'ai bien uniquement les mouvements du 1er juin au 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020. Au passage, ces 2986 correspondent donc au solde de la banque au soir de la dernière date choisie, donc au 31 décembre. Et les 2900, je les retrouve dans mon export précédent. Non, pourquoi? Parce que, ah oui, parce que je n'ai pas exporté les mêmes choses. Là, j'avais une sélection d'activités. Donc, si j'ai toutes les activités de la même façon, je retrouve bien les 2986,16, quelle que soit la période, à partir du moment où la date est la même, ici, et ici, j'ai mes mêmes 2900. D'accord? Donc, premier intérêt, premier plus par rapport à ce qu'on avait avant, c'est qu'on a la possibilité, notamment, de récupérer les éléments compte de résultat
sur plusieurs exercices ou sur une période, quelle qu'elle soit, qui puisse être à cheval sur plusieurs exercices. Deuxième intérêt, on va pouvoir rajouter dans le tableau des colonnes qui seront des colonnes de calcul. Aujourd'hui, rappelez-vous, dans ce que vous connaissez dans Sage, quand le programme est lancé, tout ce qui est là est effacé, y compris si c'est des formules qui sont mises à droite des colonnes et des tableaux qu'on voudrait renseigner. Avec ce nouveau programme, à partir du moment où, à la place du compte, on inscrit calcul, le programme va sauter la colonne en question et la formule qui est ici va donc rester. Il saute la colonne calcul et si on met stop, il s'arrête. Ce qui veut dire qu'après, je peux écrire tout ce que je veux. D'accord? Si je lance mon programme avec ça, il ne va pas effacer mes formules. Et après stop, il s'est arrêté de regarder. Et donc, les trucs que j'avais écrits ici, qui auraient été effacés avec le programme depuis Sage, sont conservés. Donc là, on a la possibilité d'insérer des calculs au milieu des colonnes qu'on récupère. La règle absolue, c'est que à chaque fois, pour un compte ou pour une racine de compte, on doit conserver les deux colonnes. C'est-à-dire que dans mon calcul qui est ici, j'ai la colonne G qui m'intéresse, celle dans laquelle j'ai mis ma formule. Par contre, la colonne H doit malgré tout être conservée, puisque à chaque fois, il va sauter de 2 en 2. Si je supprimais ça, il irait lire le C0 et il n'inscrirait pas dans la bonne colonne les données récupérées. Okay? Donc ça, c'est la règle absolue. Il faut systématiquement avoir deux colonnes, même s'il y en a une qui ne sert à rien, sinon ça décalerait tout. OK là-dessus? On a un autre élément qui est intéressant et qu'on n'avait pas dans Sage, c'est que si alors, quand on est sur des racines de compte, ça ne pose pas de problème à Sage, il fait le cumul, tout va bien. Par contre, si on inscrit un numéro de compte qui n'existe pas dans le plan comptable, l'export est bloqué. Et ça s'est souvent passé avec des modèles récupérés, type modèle de la contribution qui était proposé, dans lequel il y avait pas mal de comptes qui étaient inscrits dans l'exemple proposé. Si vous n'aviez pas ces comptes dans votre plan comptable, ça bloquait l'intégration. Ici, ça ne la bloque pas. Il va simplement sauter la colonne, puisqu'il va regarder ce qu'il y a et il ne trouve rien, donc il inscrit rien. Donc ça, c'est un autre plus qu'on a là-dedans. Des questions déjà là-dessus? Non, tout va bien. Quelques exemples encore un petit peu plus élaborés que ce qu'on a là. J'ai repris, alors il n'est pas très fiable et il mériterait d'être complété bien évidemment, mais j'ai repris un fichier qui permettrait d'être sur un calcul de contribution coopérative sur la marge brute. Voilà ma feuille de récupération des données. Vous voyez ici que j'ai groupé des colonnes, c'est-à-dire qu'elles sont cachées, puisque ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon chiffre d'affaires, mes achats d'approvisionnement, de calculer ma marge brute et de récupérer la contribution qui a déjà été comptabilisée pour l'année 2019. Donc, j'ai mon tableau qui est foutu comme ça. Si j'exporte, il m'a alimenté mes données, chiffre d'affaires, approvisionnement, etc. Bien évidemment, l'outil n'est pas capable de savoir ce qu'on veut mettre derrière le chiffre d'affaires. Et en fait, j'ai détaillé ici les comptes 7 que je voulais récupérer. Et cette colonne M, c'est une colonne de calcul dans laquelle je suis allé rechercher les mouvements de la période pour toutes les cellules qui étaient avant, toutes les colonnes qui étaient avant. J'ai donc caché mes colonnes parce qu'en termes de visibilité, c'est quand même beaucoup plus sympa, mais qu'elles soient cachées ou pas, elles sont de toute façon alimentées et ça fonctionne de cette façon-là. Même chose,
Pour le calcul de l'approvisionnement, j'avais indiqué ici mes comptes 6 et ma formule de calcul fait la somme. La marge brute, là aussi, c'est un calcul qui prend mon chiffre d'affaires, la M, moins l'approvisionnement, la Y. Précision pour construire un tableau comme ça. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut toujours respecter les deux colonnes. Donc, si j'affiche tout, dans mon calcul d'approvisionnement, par exemple, il est fait sur la colonne Y, mais la colonne Z est bien existante. Simplement, elle est masquée pour pas qu'elle perturbe au niveau de la lecture. Par contre, si elle n'était pas là, ça poserait problème au niveau du décalage éventuellement qu'il pourrait y avoir après. OK là-dessus? Si on continue sur la logique de tableau de contribution, donc là, j'ai récupéré mes données chiffre d'affaires, approvisionnement et éventuellement marge brute. Là, on est sur quelque chose qui correspond à ce que vous connaissez. J'ai une feuille de traitement, alors quelle que soit la complexité du traitement, mais en tout cas, on récupère nos données chiffre d'affaires, approvisionnement, on calcule la base activité par activité. Et on a ensuite toutes les formules de calcul plus ou moins complexes, faisant intervenir des tranches, des minimums, des maximums, etc. On a donc la contribution qu'on devrait avoir. On récupère la contribution déjà comptabilisée. Ah, pardon, alors sur mes données, j'en ai pas, je vais tricher un peu. Je vais dire qu'ici, il y en a. Pardon, je vais aller trop vite. Donc, on récupère sur cette analytique-là, j'avais déjà de la contribution passée dans la compta. Mon écriture est ici, c'est celle-là. Pardon. Et j'ai un autre tableau avec l'import des écritures qui reprend avec des formules et qui va pouvoir être intégré directement. Donc, votre tableau actuel qui a en général une feuille de données, une ou deux feuilles de traitement au milieu et une préparation d'écriture, vous le reprenez. La seule chose que vous aurez à modifier, c'est cette feuille d'écriture, ce que je vous disais tout à l'heure, où vous allez devoir supprimer les colonnes débit ou crédit qui ne sont pas utilisées pour un compte donné, puisque dans ce format-là, on a un compte, une colonne, et le sens est inscrit directement sur la colonne ici. Donc, tous les tableaux existants, à part cette petite modification, sont utilisables à l'état. Dernier exemple de ce qu'on peut faire avec ce genre d'export. J'ai paramétré mon Excel en récupérant tous mes comptes 5 pour avoir la trésorerie comptabilisée. J'ai un calcul ici que ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les engagements de la coopérative par rapport à ce qu'il va falloir débourser sur l'activité. Si je regarde le détail, je retrouve les cotisations sociales à payer, de la TVA à payer, des fournisseurs à payer, etc. Et donc, je calcule ici le montant des engagements. Je masque mes colonnes pour ne pas être perturbé par des colonnes qui deviennent illisibles. Et j'ai un calcul ici de contribution coopérative, de trésorerie disponible, qui part de la trésorerie comptable et qui enlève les engagements sur chacune des activités. D'accord ? Comme j'ai envie de faire joli, j'ai rajouté, ça c'est du gadget, on est bien d'accord, un petit indicateur qui me dit que si je suis en positif, c'est vert, que si c'est pas très bon, c'est orange, et que si c'est négatif, c'est rouge. On peut récupérer ensuite tout ce qu'on veut, là, donc en l'occurrence, ce qui est à payer à l'entrepreneur, les notes de frais, les comptes courants, etc. Si on veut récupérer son résultat, on va pouvoir faire une colonne avec les 6 et les 7 et le résultat va se calculer. Et donc, ça nous permet d'avoir ce genre de tableau qui est un tableau à la fois d'analyse ou de présentation avec, bien évidemment, les indicateurs qu'on souhaite mettre. Ça, je les transforme en tableau. Donc, j'ai la possibilité de faire des tri. Et si, par exemple, je ne veux que la trésorerie des gens, des activités qui sont en rouge, j'ai fait un filtre sur la couleur et je récupère ici, alors, pardon, j'ai trié sur la couleur, je récupère en rouge toutes les trésoreries qui sont des trésoreries négatives. Autre chose, et on recoupe
avec d'autres fonctionnalités de l'outil qui ne sont pas forcément toujours très bien utilisées sur les paramétrages des activités et notamment les propriétés d'activité. Dans une autre feuille, j'ai collé la récupération de mes activités avec les informations d'analytique, évidemment, mais également la propriété principale qui correspond, dans mon exemple, à un secteur d'activité, conseils d'entreprise, services d'entreprise, artisanat, etc. Et j'ai récupéré les dates de début et les dates de fin. Au niveau de mon tableau de données, j'ai la possibilité de récupérer en face de chacune des activités la date de début. C'est une formule. Alors, elle peut être un petit peu compliquée parce qu'on rajoute des si erreurs, etc. Mais on récupère la date de début, la date de fin de l'activité, ce qui me permet de calculer une date d'ancienneté qui est ici en année, de récupérer la propriété principale. Et exemple d'utilisation, ici j'ai fait un graphique où je récupère la trésorerie par secteur d'activité. Et voilà le pourcentage, un joli tableau avec un pourcentage où je me rends compte que la trésorerie la plus importante est apportée par les activités qui relèvent de la formation ou du bien-être, que par contre, celles qui sont sur les services particuliers, ça ne représente que 5%, etc. Donc là, je suis sur un exemple à partir de la trésorerie. Je pourrais bien évidemment faire le même genre de graphique à partir des données du résultat ou de tout autre élément, tout autre indicateur qui nous intéresse. Donc, ce programme d'export, avec ce qu'il apporte en plus, et notamment la possibilité d'intégrer des cellules de calcul, d'arrêter la cellule à un moment donné, de rajouter des tris, des colonnes cachées, etc., permettent à la fois de disposer de ce qu'on avait jusqu'à présent, l'exemple du calcul de la contribution coopérative, mais aussi de disposer d'outils d'analyse, de contrôle, de présentation, de calcul statistique, et en faisant le lien avec l'utilisation des activités en termes de propriété, de date de début, de date de fin, et de tout autre élément qui pourrait être utilisable. Avez-vous des questions sur tout ça? Non? Tout va bien. Dernière chose que je vais vous montrer. On a donc ouvert, en même temps qu'on vous a ouvert les droits sur ces applications-là, la possibilité de lancer l'alimentation manuelle des rapports. On va dans l'outil comptabilité, autres actions, et vous avez désormais le menu synchronisation comptable. Ah oui, zut, je sais. Faut que je me connecte avec un autre utilisateur, pardon. J'ai oublié un truc ici. Voilà. Il me manquait les droits de visu. Ici, vous visualisez toutes les synchronisations qui ont été faites automatiquement. Donc, c'est les fameuses synchros qui se font la nuit. On voit que ça commence à 1h34 et que ça dure à peu près 10 secondes, 11 secondes, etc. La différence entre incrémental et total, c'est que le total se fait le samedi matin. On a une vérification qui est plus importante, mais comme ça prend plus de temps, on la lance que le week-end. Mais les incrémentales fonctionnent très bien, c'est-à-dire qu'on a bien on retrouve bien de la même façon les données dans le rapport de gestion. Donc là, on visualise les dernières qui se sont réalisées et vous avez la possibilité de demander une nouvelle synchronisation. Si on clique dessus, je ne vais pas le faire parce que malgré tout, ça consomme un petit peu. Oh, quoi que si, sur cette structure, je peux le faire. On a un lancement manuel donc, qui est en attente et le temps qu'on finisse de parler, on va voir tout à l'heure, qui va passer à en cours. Voilà, et là, il est en cours, c'est-à-dire que le travail est en train de se faire. Et quand il sera terminé, on aura l'information avec l'heure de fin et la durée. Alors, je n'avais pas très envie de le lancer. Même si on a optimisé la façon dont c'est traité, c'est quand même un traitement qui demande des ressources. Sur cette structure de test où il n'y a pas énormément d'écriture,
on va voir que ça ne prend pas très longtemps. Si vous êtes une grosse structure avec beaucoup d'écriture, ça va quand même prendre plusieurs minutes et ça va consommer de la ressource au détriment des autres applications. Donc, ne le faites pas à 3 fois par jour uniquement pour avoir le plaisir d'avoir des rapports à jour dès lors que vous avez confirmé une facture ou fait une écriture dans Sage. Il faut quand même réserver ça quand vous en avez besoin, c'est-à-dire en gros, quand vous avez des extractions de type calcul de contribution à faire et que vous voulez être sûr de récupérer les écritures qui ont été faites juste avant, et en tout cas après la veille, et donc qui ne seraient pas dans les rapports de gestion. Oui. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il faut que les autres sessions soient fermées? C'est-à-dire actuellement sur Sage, lorsqu'on va importer, il faut qu'on vérifie auprès des autres collègues que le journal, si on veut intégrer des factures de vente, ne soit pas ouvert. Donc, est-ce que là, c'est pareil ou est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que là, on le gère beaucoup mieux que ce que Sage est capable de gérer. Donc, on fait l'écriture, point. Et s'il y a d'autres utilisateurs qui sont en train de bosser en même temps, ça ne posera pas de problème. Ok, merci. Donc, pendant ce temps, la synchronisation s'est faite. Alors, vous vous rendez compte que là où elle met une dizaine de secondes en temps normal, là, elle a mis plus de temps, elle a mis 52 secondes. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que ça ne bloque pas tous les serveurs pendant que ça tourne, mais du coup, ça met un petit peu plus de temps. Très franchement, on l'a essayé avec une très grosse coopérative. Ça a mis 2 minutes pour faire la synchronisation. Donc, ça reste tout à fait abordable en termes de temps de traitement. J'en ai terminé avec ce que je pensais vous montrer. Je ne suis pas sûr que vous ayez eu le temps de tester forcément pendant cette présentation, du coup. Mais est-ce que vous avez des questions, des inquiétudes, des retours? J'ai une question. Quand on a le pack coopératif, du coup, tous ceux qui ont accès à l'outil peuvent avoir accès à ces fonctionnalités et Oui. notamment installer sur chaque poste programme ou c'est limité? Ce n'est pas limité. D'accord, ok. Ce n'est pas limité. La seule limite, enfin, ce n'est pas une limite, c'est que vous ne pouvez pas vous donner les droits à vos utilisateurs d'utiliser cette application. Alors, tout le monde peut télécharger le programme. Hein, là-dessus, il n'y a pas de mot de passe. Par contre, pour pouvoir se connecter et générer les écritures ou faire la lecture des exports analytiques, il faut que nous, l'outil, on soit intervenu pour ouvrir les droits. D'accord, ok. C'est tout. Merci. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions? Si, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un historique? Est-ce qu'on peut voir l'historique de qui traite les pièces, enfin, qui traite les synchronisations, enfin, qui a traité les fichiers, tout ça ou pas? C'est une bonne question, effectivement. Alors, je vais rechanger du coup d'utilisateur. Ah. Les écritures sont ici. Alors, sauf que je l'ai supprimé, donc je vais régénérer une écriture vite fait pour avoir un exemple. Donc, elle est préparée. Je vais en générer une deuxième, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, j'ai 3 écritures qui sont parties dans la compta. Si j'actualise ma page, je retrouve bien ici mes 3 écritures. D'accord? Et on a ici une information de l'historique de l'écriture avec la date et le créateur, donc Josette Admin en l'occurrence, et l'écriture est en position à valider. Si je valide mon écriture,
au niveau du mémo, j'ai la modification qui a été faite avec le changement d'intégration qui est ici. Et ça, vous le connaissez sur d'autres, si je le prends là, où on retrouve dans l'histoire, dans les informations, dans les données d'intégration qui sont les intégrations dans Sage ici. Donc, on retrouve cette historique-là, effectivement. Et j'en profite, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer un truc tout à l'heure. Donc, le à valider ici, on peut le faire une par une, d'accord? Mais vous pouvez aussi cocher toutes celles qui sont à valider, si vous êtes sûr de votre coup, et vous pouvez même trier sur celles qui sont à valider, toutes les sélectionner, et ici, changer l'état de la sélection, on les met à intégrer, et là, je les ai toutes faites en même temps. OK? Donc, en termes de traitement, on peut faire du traitement par lot. Si vous avez 50 écritures, ce n'est pas la peine de les faire les unes après les autres. Et au passage, la suppression, c'est la même chose. C'est-à-dire que des écritures à valider que vous voudriez supprimer en lot, vous les cochez et le supprimer la sélection, donc là, évidemment, il n'y en a aucune, va pouvoir fonctionner comme ça. D'autres questions ou remarques? Bon, eh bien, écoutez, merci d'avoir participé à cette visio. Alors, comme on a beaucoup testé, pour le moment, on n'a pas d'erreurs qui sont remontées, mais on compte sur vous. Si vous voyez le moindre truc qui ne fonctionne pas, pour nous le faire remonter au plus vite. Et je vous conseille vraiment d'aller voir dans les guides où on a expliqué en détail toutes les règles de fonctionnement, notamment sur les histoires de un compte mais pas de sens, s'il y a une ligne qui est vide, etc., pour tous les différents éléments. Tout est décrit a priori. Donc, si vous avez un blocage que vous ne comprenez pas avec les messages d'erreur, commencez déjà par regarder dans le guide s'il y a l'info avant de nous faire remonter la question. Merci à tout le monde et bon test et bonne utilisation surtout et à très bientôt. Henri, Oui. tu as 5 minutes pour que je vois comment ça ne fonctionne pas ou pas? Ou tu me rappelles à part? On va rappeler après, plutôt Ok, comme ça nous permet de merci. regarder. D'accord, salut. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir.